les premiers mots à monsieur le maire et à une association. C'est ça, hein? C'est vous. Venez jusque-là. Mettez-vous en valeur. Moi, j'ai l'habitude. Ah bah oui, mais vous êtes trop petite, on ne vous voit pas. Bonsoir à tous et à tous. En avant-première, j'aimerais vous présenter Tamara, qui est animatrice jeunesse, je dirais la CAM, mais c'est les Trois Petits Cailloux, et qui fait, avec un groupe de jeunes, qui font un travail de mémoire sur la Deuxième Guerre mondiale, notamment sur les camps de concentration et sur le Conseil national de la résistance. Je vais donner la parole parce qu'ils ont un projet qui est en cours pour la commune de Saint-Georges-d'Urtier. Alors bonsoir tout le monde. Voilà, moi je suis l'animatrice jeunesse effectivement du centre social des Trois Petits Cailloux. Mon rôle premier c'est surtout d'accompagner les jeunes dans leurs initiatives et puis leur donner les moyens de concrétiser leurs projets. Et ce soir, je suis ici avec deux jeunes qui vont vous présenter du coup leur projet. Et aussi un projet qui a été fait par un groupe de jeunes juste avant. Et c'est un peu ce groupe de jeunes qui leur ont donné envie de pouvoir se lancer dans ce projet sur la résistance. Voilà, je vais leur laisser du coup la parole. Bonne soirée. Bonsoir à toutes et à tous. Notre projet sur la résistance est né grâce à un groupe de lycéens qui, en 2022, a choisi de travailler sur la Seconde Guerre mondiale. Au lieu d'un séjour classique, ils ont voulu visiter des lieux de mémoire, rencontrer des témoins, voir des films, débattre et finalement réaliser un documentaire. Ce travail leur a permis de mieux comprendre l'histoire, mais aussi de donner envie aux autres jeunes, comme nous, de continuer à transmettre cette mémoire. Ce qui nous amène aujourd'hui à lancer notre projet Mémoire et Résistance, un projet qui nous tient particulièrement à cœur. À travers cette démarche, nous souhaitons non seulement transmettre l'histoire, mais aussi faire vivre la mémoire de celles et ceux qui ont résisté, qui ont combattu pour la liberté et pour les valeurs qui nous unissent encore aujourd'hui. Car la résistance, ce n'est pas seulement une page du passé, c'est un héritage, un souffle de courage et d'humanité qui nous invite à réfléchir au présent et à construire l'avenir. Notre projet se déclinera en plusieurs étapes. D'abord, organiser des visites des lieux emblématiques de la résistance pour mieux comprendre sur le terrain ce que signifiait résister. Ensuite, aller à la rencontre des témoins et de passeurs de mémoire, anciens résistants, descendants, historiens, passionnés, afin de recueillir et partager leurs paroles précieuses. Nous proposerons aussi des films documentaires pour analyser et croiser les regards. Pour concrétiser l'ensemble, nous recherchons des partenariats et financements afin de donner vie à toutes ces actions. Enfin, ce travail aboutira à une exposition au plan du bourg qui sera inaugurée publiquement et ouverte à tous. Notre ambition est claire, faire vivre l'histoire, transmettre la mémoire et rendre hommage à la résistance. Nous croyons que ce projet est aussi un moyen de renforcer les liens entre générations, de donner des clés de compréhension aux jeunes et de rappeler que les valeurs de liberté, de solidarité et de dignité sont toujours d'actualité. Nous espérons que vous serez nombreux à nous accompagner dans cette aventure de mémoire et de transmission. Merci de votre attention et bonne soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup les jeunes. Daniel, tu peux venir m'accompagner. Alors, juste avant le spectacle, je voudrais m'adresser à Daniel Gros pour lui dire merci infiniment pour tout ce que tu fais pour la culture. Merci aussi pour les spectacles historiques ou humoristiques que tu écris, mets en scène et joues spécialement pour notre belle vallée de la Maurienne. Alors, dans la continuité du succès de la magnifique représentation théâtrale de l'histoire du plan du bourg d'août 2024 que tu avais monté pour notre commune de Saint-Georges-d'Urtier,
la commune t'a proposé d'en créer un nouveau pour cette année. Et voici ce que tu nous proposes, un récital intitulé « Les révolutions en chantant ». Cette création est en lien avec le 80e anniversaire de la libération de la France et de tous les pays européens en 1945. L'héritage des valeurs de la résistance est toujours d'actualité. C'est aussi un hommage à toutes celles et ceux qui ont donné et donnent encore leur vie aujourd'hui pour la liberté. Dans un monde déprimant, complètement détraqué, il y a bien heureusement toujours des gens qui se lèvent, qui se révoltent, qui s'unissent pour avoir une vie meilleure. Alors j'espère que ce spectacle de ce soir nous donnera à tous et à tous un peu d'espoir et un peu de chaleur. Merci et je vous souhaite de passer une excellente soirée. Merci. André, merci, merci. Je ne sais pas si on m'a donné l'espoir, mais ce sont des chants surtout de désespoir qui vont primer ce soir. Ce sont des chants révolutionnaires piqués un peu partout en Europe. C'est un choix que l'on a fait. On aurait pu aussi parler du Chili, parler d'un tas de pays. Hein. Alors, si les parents pouvaient s'occuper des mômes, c'est parce que c'est moi qui m'en occupe, ça va chier des bulles. Hein, s'il vous plaît. Demain, c'est la vogue. Ce soir, c'est un peu le spectacle. Hein. Monique, je vais faire pas trop long. Hein. Des fois, tu m'inquiètes, toi, des fois. Les chants révolutionnaires, donc, sont concentrés sur l'Europe, comme je vous l'ai dit, et sont donc représentatifs de quelques pays alentours, l'Espagne, le Portugal, l'Irlande et même l'Allemagne. Et puis bien sûr la France que l'on veut berceau des révolutions, et pour la plus connue, le 10 septembre 1789. Pardon. On considère d'ailleurs que le premier chant réellement révolutionnaire, en tout cas français, est le Saïra. Ah, né au lendemain de la Révolution française, en 1790, et devenant véritable hymne populaire visant à renverser l'ordre établi. Nous commencerons d'ailleurs notre périple musical ici en France en 1871. Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé en 1871 hein? La Commune de Paris, voilà. Au lendemain de cette Commune de Paris, période où fleurissent bon nombre de chants dénonçant, entre autres, les exactions d'un pouvoir face à un peuple demandant un peu plus de liberté et de démocratie. D'ailleurs, Eugène Pottier écrit l'Internationale lors de la répression de la Commune de Paris. Et son autre texte, Le Temps des cerises, également un texte écrit un peu avant la Commune de Paris, mais il l'a dédié à une infirmière qu'il côtoya sur les barricades de cette Commune de Paris. Monique Tréhard, que maintenant vous connaissez, a choisi non pas une chanson d'époque, parce qu'il y en a des centaines et des centaines, enfin en tout cas des dizaines et des dizaines, mais une chanson de Jean-Roger Caussimon, La Commune est en lutte. Peuple demandant un peu plus de démocratie, ce sera le fil rouge de cette soirée. Maestro. Sans doute, mon amour, on n'a pas eu de chance. Il y avait la guerre,
et nous avions 20 ans. L'hiver de 70 fut hiver de souffrance, et pire est la misère en ce nouveau printemps. Les lilas vont fleurir les hauteurs de Belleville, les versants de la butte et le bois de Meudon. Nous irons les cueillir en des temps plus faciles. La commune est en lutte et demain nous vaincrons. Nous avons entendu la voix des camarades, les Versaillais infâmes approchent de Paris. Tu m'as dit, avec toi je vais aux barricades, la place d'une femme est près de son mari. Quand le premier de nous est tombé sur les pierres, en dernière culbute, une balle en plein front. Sur lui, tu t'es penché pour fermer ses paupières. La commune est en lutte, et demain, nous vaincrons. Ouvriers, paysans, unissons nos colères, malheur qui nous vole en nous avilissant. Nous voulons le respect et de justes salaires, et le seuil des écoles ouverts à nos enfants. Nos parents ne savaient ni lire ni écrire. On les traitait de brutes, ils acceptaient l'affront. L'égalité, la vraie, est à qui la désire. La commune est en lutte et demain nous vaincrons. Les valets, les tyrans étaient au plus grand nombre. Il a fallu nous rendre, on va nous fusiller. Mais notre cri d'espoir qui va jaillir de l'ombre, le monde va l'entendre et ne plus l'oublier. Soldats, obéissez aux ordres de vos maîtres, que l'on nous exécute en nous visant au cœur de notre sang versé. La liberté va naître, la commune est en lutte et nous sommes vainqueurs. La commune est en lutte et nous sommes vainqueurs. Wieczycki était poète, polonais et militant socialiste. Au XIXe siècle, la Pologne n'existe plus. Elle fait partie de l'Empire russe. Et la police politique du tsar n'aime guère la poésie et pas du tout les socialistes. Encore moins s'ils sont polonais. Václav va connaître l'exil et la prison, et c'est là qu'il va écrire un chant révolutionnaire. Ce chant, écrit en 1879, va rapidement devenir populaire
dans les milieux socialistes polonais. Et sa notoriété va être assez rapide, si rapide que dès 1897, une version russe est faite par un compagnon de Lénine. Et c'est en 1905 que son histoire prend un élan extraordinaire. À cette époque, l'Empire russe autocratique est secoué par une profonde crise politique, économique et sociale. Les territoires polonais se soulèvent et connaissent 2 années de lutte révolutionnaire. La répression fait des centaines de morts. Le 1er mai 1905, à Varsovie, les manifestants adoptent comme hymne le chant de Vaclav. Nous haïssons les tyrans et les trônes pour délivrer notre peuple martyr. Nous détruirons leurs palais et couronnes contre les richards et les plutocrates, contre les rois, contre les trônes pourris. C'est là qu'il gagne son nom de Varsovienne, de 1905, pour le distinguer d'une autre Varsovienne, celle de 1831, un chant patriotique très populaire en Pologne. En Russie, la révolution a éclaté aussi en 1905, à Saint-Pétersbourg. Le 22 janvier de cette année, une immense manifestation ouvrière se déroule. On revendique, mais très respectueusement, en portant des icônes et des portraits du tsar. En guise de dialogue social, la troupe tire. Des centaines de morts jonchent les pavés. Ce jour restera comme le dimanche rouge dans l'histoire russe. De la révolte, on passe à des mois de combats révolutionnaires, au long desquels résonne la Varsovienne. Les événements polonais et russes vont donner à ce chant une résonance européenne. En 1917, c'est tout naturellement qu'elle retrouve sa place sur les lèvres des révolutionnaires russes. Et son histoire continuera, on le verra un peu plus tard dans le siècle. Aujourd'hui, la Varsovienne a des échos qui peuvent sembler lointains. Les trônes pourris ne sont plus de mode. Le capitalisme a pris les habits beaucoup plus présentables du néolibéralisme, voire carrément cool du libertarisme des milliardaires de la Silicon Valley. Si les mots ont changé, les richards vautrés dans la richesse et les plutocrates se portent assez bien. Ceux qui rêvent de gérer les nations comme des entreprises. Sans doute faudrait-il écrire une nouvelle varsovienne. Messieurs, dames, à vos claviers ou à vos stylos. serré. L'ennemi nous attaque. Autour de notre drapeau, groupons-nous. Et nous importe la mort menaçante. Pour notre cause, soyons prêts à souffrir. Le genre humain, courbé sous la honte, ne doit avoir qu'un seul étendard, un seul mot d'ordre: travail et justice, fraternité de tous les ouvriers.
derniers affamés, ceux qui sont morts pour nos grandes idées, n'ont pas en vain combattu et péri contre les Richards et les plutocrates, contre les rois, contre les trônes pourris. Nous serons la vengeance puissante et nous serons à tout jamais victorieux. Cette chanson dite aurait dû être interprétée par une amie qui elle aussi a eu un gros empêchement ce soir. Il s'agit d'Elena, une amie russe, immigrée en France il y a 4 ans, juste avant les événements, puisqu'on appelle ça événements russo-ukrainiens. Donc une belle pensée à elle. La prochaine fois elle sera là, c'est sûr. Hein, la suivante. The Foggy Dew, la rosée brumeuse. Cette ballade, écrite en 1919, reste aujourd'hui un véritable hymne pour les Irlandais. En 1919, l'Irlande est un volcan politique qui gronde. 4 siècles de colonisation britannique vont s'achever. Car c'est bien comme une colonie que les Anglais ont considéré l'Irlande, l'exploitant par le fer et le sang. Au plus noir de son histoire, un apartheid avant la lettre réduit la très grande majorité des Gaéliques à l'état d'ilotes, ignorants et misérables. 95% des terres appartiennent à des Britanniques protestants. Cette situation de profonde iniquité est le ferment de nombreuses révoltes, qui à chaque fois sont écrasées avec une violence inouïe. En 1649, l'expédition punitive de Cromwell aboutit à la mort d'environ 40% de la population de l'île. Au 19e, comment ne pas parler de la grande famine des années 1840 ? 1 million d'Irlandais meurent dans l'indifférence totale du pouvoir britannique. Celui-ci, en chantre du libéralisme, laisse exporter l'essentiel de la production agricole des grands propriétaires terriens vers la Grande-Bretagne. Si on organise des soupes populaires, l'accès en est conditionné à la conversion au protestantisme. Cette histoire que je vous taille à la hache veut vous faire comprendre comment l'âme irlandaise a été marquée au fer rouge par la colonisation. Faisons un saut dans le temps. 1914, l'île est au bord de la guerre civile. De chaque côté, des milices armées se sont constituées. Mais la Première Guerre mondiale éclate. Une union sacrée s'établit et, étrange paradoxe, des milliers d'Irlandais vont se porter volontaires pour combattre sur le continent. Avril 1916, c'est là le cœur de notre histoire. Le 24 avril, à Dublin, un groupe de nationalistes lance une insurrection et proclame la République d'Irlande. Ils sont peu nombreux, 1500 hommes, l'opération est mal préparée et la population ne les soutient pas. Face à eux, 15 000 Tommies, appuyés par d'artillerie et une canonnière qui a remonté le fleuve qui traverse Dublin. Contre toute attente, les insurgés se battant à 1 contre 10, résistent une semaine entière dans les débris fumants du centre de Dublin. Tous les chefs de l'insurrection sont fusillés. L'un d'eux, James Connolly, blessé et incapable de tenir debout, est fusillé, attaché sur une chaise. Des milliers d'arrestations sont effectuées. C'est la brutalité de la répression qui va transformer l'échec militaire des insurgés en victoire politique des indépendantistes. Car là, la quasi-totalité de la population irlandaise se tourne vers ce parti. Et en 1918, le Sinn Féin, le principal parti indépendantiste, remporte les élections et peu de temps après, ses représentants déclarent l'indépendance de l'Irlande. L'IRA, l'Irish Republic Army, lance le combat armé pour la libération de l'île. C'est en revenant d'un meeting du Sinn Féin qu'un prêtre, Charles O'Neill, écrit The Foggy Dew, la rosée brumeuse, reprenant le titre
d'une vieille ballade irlandaise. Mais ici, il n'est pas question de romance, mais c'est un hommage à ceux morts lors des Pâques sanglantes de 1916 pour la liberté des Irlandais, tombés sous les balles des Huns britanniques. C'est le terme qu'il utilise, les Huns. Pour la disparition de l'esclavage aux morts glorieux, vous êtes tombés au champ d'honneur dans la rosée brumeuse. Surtout, Charles O'Neill insiste sur l'importance de ne pas se tromper de combat. Il vaut mieux mourir sous un ciel irlandais qu'à Soulva ou sous Delbar. Il fait ici allusion aux milliers d'autres Irlandais morts à la même époque sous l'uniforme de l'oppresseur britannique à Gallipoli dans la lointaine Turquie. Le destin de cette chanson échappe rapidement à son auteur. Les Irlandais s'en emparent pour en faire un chant de ralliement. Un hymne qui, aujourd'hui encore, résonne tout autant dans les pubs que dans les cérémonies officielles. Tous les chanteurs irlandais la connaissent et l'ont chantée. Les Dubliners, les Chieftains, Sinead O'Connor et même Alan Stivell l'avaient à son répertoire. Mais le mieux, c'est que vous écoutiez la chanson de ceux qui ne se trompèrent pas de combat et partirent conquérir la liberté dans la rosée brumeuse.
But to and fro in my dreams I go, and I kneel and I pray for you. For slavery fled, oh glorious dead, when you fell in the foggy dew. La chanson ben non. Un chant contestataire, un chant de révolte des soldats qui en 1917 se mutinent contre leur haut commandement après l'offensive meurtrière du chemin des Dames. On lui a donné le titre de la chanson de Craonne, bien qu'elle soit apparue précédemment, en 1915, lors de la bataille de Notre-Dame-de-Lorette. On l'a appelée alors la chanson de Lorette, et même Verdun, 1916, la chanson de Verdun. Le propos est le même, cependant. La colère, la lassitude d'un conflit meurtrier dont on ne voit pas la fin, le refus de servir de chair à canon, et in fine, et invitant les gros, les bourgeois, les possédants, les patrons à prendre leur place au front, car les soldats vont se mettre en grève. Évidemment, on n'a pas le droit de mettre en doute la stratégie, même meurtrière, d'un haut commandement. La répression s'exerce sur quelques 30 000 mutins, 3 500 arrestations, 554 condamnés à mort et 57 exécutions. La chanson est signée anonyme, enfin la chanson, les paroles de la chanson sont signées anonymes, par contre la musique est d'un certain Charles Sablon. La musique est tirée de cette chanson « Bonsoir maman ». Quand au bout de 8 jours, repos terminé, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au ciblot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-bas en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. 8 jours de tranchées, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève, que nous attendions sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseurs à pied qui vient pour nous rendre
placés, doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur fond. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font leur foi. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués ferait mieux d'aller aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres les pauvres purotins. Tous nos camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qui ont le pognon, ceux-là viendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Pour monsieur les gros, montez sur le plateau, car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau. Même si la mort et la douleur nous attendent, le devoir nous appelle contre l'ennemi. Ces paroles sont prémonitoires. 1934 voit les tensions s'exacerber, les grèves et les insurrections se multiplient. Celle des Asturies fait des milliers de morts. À la manœuvre, on trouve un certain général, Franco. À l'été 1936, une insurrection militaire veut faire tomber le gouvernement du Front populaire. C'est le début de la guerre civile. A las Barricadas devient un des chants les plus populaires du camp républicain. El bien más preciado es la libertad. Hay que defenderla con fe y valor. Le bien le plus précieux est la liberté. Il faut la défendre avec foi et courage. La foi et le courage ne suffirent pas aux anarchistes de la CNT. Ils tombèrent sous les coups des nationalistes, flanqués des troupes hitlériennes et mussoliniennes. Mais ils tombèrent aussi sous les coups des staliniens. L'ennemi était aussi sur la barricade.
Je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Quand ils sont venus chercher les sociodémocrates, je n'ai rien dit, je n'étais pas socialiste. Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai rien dit. Je ne suis pas juif. Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai rien dit. Je ne suis pas catholique, je suis protestant. Et puis, ils sont venus me chercher. Et il n'y avait plus personne pour dire quoi que ce soit. Martin Niemöller, pasteur protestant, séduit dans un premier temps par les idées national-socialistes, et puis, ayant pris conscience de leur nature réelle, il s'engagea dans l'opposition au régime hitlérien, au sein de l'Église luthérienne, et fut pour ça déporté à Dachau de 1937 à 1945. D'autres Allemands tentèrent de s'opposer aux nazis. Vous allez écouter une chanson dont les paroles ont été écrites par Erich Weinert, un chansonnier et poète allemand parmi les plus célèbres des années 20, apprécié pour ses satires et ses critiques du fascisme et de la bourgeoisie de Weimar. Il dut fuir l'Allemagne en 1933, se réfugia d'abord en France, puis en URSS. Et là, avec d'autres écrivains, il fonda le Comité national pour une Allemagne libre. Le texte que vous allez entendre était destiné aux soldats allemands sur le front de l'Est, pour les inciter soit à quitter l'armée, soit à retourner leurs armes contre leurs officiers. Retourne ton fusil, soldat trompé, mon ami. Les criminels règnent sur notre pays. Suivre ces fureurs et de la haute trahison. Insensé et la mort sur la berge de la Volga. On retrouve là l'idée du combat inutile, de se tromper, justement, de combat. Toutes les armes contre Hitler. Geschrei, auf ihren Spuren ist Tag und Tod. Es folgt ihren Orden die Schade ras und galgender Lichtung und Blut. Mit Trug und Betrug, mit deutschem Mord und Blut, entfernten sie Deutschland von aller Welt. Sie raubten und plünderten Hab und Gut und jagten Millionen ins Feld. Die Waffen zur Hand, zerschlagt die faschistische Brut. Ihr deutschen Soldaten befreit, euer Land breckt die heilige Wut. Das der Russen dem Blut. Schlagt 100 Blut, die euch in diesen Krieg gehetzt und die Völker sie glücklich und frei. Dreht das Gewehr, bezogene Soldat. Versprechen regieren im deutschen Land, den Führern zu folgen im Hohlverrat und sinnlos der Tod am Wolgastrand. Unrüber, wenn du dein Farben, dein Feind, es ist kein Verrat, wenn mit Wille und Tat für ein freies Deutschland das Volk sich eint und Schluss macht mit dem Hitlerstaat. Wir Völker die Welt, die Waffen zur Hand, gestank die faschistische Blut, die deutschen Soldaten befreit, euer Land ist die heilige Wut, die vergessene Blut. Schlagt 100 Tote, die heute in diesen Krieg gehetzt, und die Völker sind glücklich und frei.
Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasore. Si l'on ignore tout de l'auteur des paroles, on sait qu'elle fut chantée pour la première fois à l'été 1944 par les hommes de la brigade Maiella, une brigade de partisans créée dans les montagnes des Abruzzes, au centre de l'Italie. Et une brigade qui contribua à la libération des Marches et de l'Émilie-Romagne. La chanson se transmet dans cette région oralement, mais sa diffusion reste confidentielle. Et en 1945, contrairement à ce que l'on croit, la plupart des partisans ignorent son existence. D'ailleurs, elle n'apparaît dans aucun des recueils de chansons de partisans publiés dans les années 50. Le chant que l'on entend le plus alors est le très soviétique Fiska il vento, chanté sur l'air russe Katyushka. Mais sa diffusion se fait peu à peu et en 1963, Yves Montand l'enregistre. Mais c'est en 1964 que Bella Ciao va prendre son envol. Son interprétation lors d'un festival de chansons populaires, à Spoleto, le festival des deux mondes, l'a fait accéder à la notoriété. Et elle est reprise dans de nombreux tours de chant. Elle s'impose alors comme le chant des partisans italiens, effaçant Fischia il vento. Dans le contexte des luttes politiques des années 60 et 70, elle devient par excellence le chant de ralliement des forces de gauche. Dans les années 2000, elle touche un nouveau public dans les rassemblements altermondialistes de Florence et de Gênes. Si l'auteur des paroles n'est pas connu, on sait qu'il s'inspira d'une autre chanson, chantée, elle, par les mondine, les ouvrières qui, des heures durant, de l'eau jusqu'à mi-cuisse, dans le bourdement des moustiques, trimaient pour un salaire de misère dans les rizières de la vallée du Pont. Pour qu'une chanson séduise, les paroles ne suffisent pas. Il faut une mélodie. Et celle de Bella Ciao est particulièrement entraînante. Mais là aussi, le fil de l'histoire est tortueux. Ce n'est que depuis le début des années 2000 que l'on sait d'où provient cette mélodie. C'est un chant yiddish, cette culture juive de l'Europe de l'Est. Ayant traversé l'Atlantique avec des migrants, elle fut enregistrée à New York en 1919 par un accordéoniste tzigane, lui. C'est sans doute un autre migrant rentré au pays qui ramena en Italie sur une galette de cire la chanson. On le voit, le chemin fut long, au propre comme au figuré, pour que Bella Ciao naisse et accède à ce statut quasi mythique. Peu importe les incertitudes et les approximations sur son histoire. Chant yiddish, accordéoniste tzigane, mondine, partisans antifascistes, à ce cortège se joignent bien d'autres hommes et femmes en lutte. En Turquie, en 2020, c'est Bella Ciao que les opposants à Erdogan diffusent en piratant le système d'appel à la prière des mosquées d'Izmir. En Ukraine, de jeunes combattantes se la sont appropriées. Des Iraniennes ont créé une version en persan pour appeler à la lutte contre l'oppression des mollahs. Bella Ciao est un chant de lutte qui aujourd'hui résonne partout dans le monde et qui reste honni des néofascistes italiens. Ce n'est pas Madame Meloni qui me dira le contraire. Tant qu'il y aura des luttes, Bella Ciao résonnera et l'air ambiant me dit qu'elle a de beaux jours devant elle. Una
Il a hésité à le faire. Merci Pierre. Mai 68, je me souviens, oui j'étais né. Et j'avais eu un geste violent. J'avais lancé ma tartelette au citron contre les murs du collège, mon dessert préféré. 8 heures d'école. 68, il y a des événements en France. On dit événements pour ne pas dire révolte ou révolution, car on a nos pudeurs. Comme on ne parlait pas de la guerre d'Algérie, mais des événements d'Algérie. Hein? On ne parle pas de la guerre en Ukraine, mais d'une opération militaire spéciale de l'armée russe. Important la sémantique, hein? Important. Hein? Et il y a une époque, on parlait de gardiens de la paix. Maintenant, on parle de force de l'ordre. La nuance, c'est que le gardien de la paix vous tire l'oreille, la force de l'ordre vous tire dans l'oreille. Important la sémantique. 1968, donc, ces événements trouvent leur source à Nanterre et gagnent très vite la Sorbonne. Une poignée d'étudiants réclamant tout simplement un peu plus de liberté, et pas que sexuelle. Hein. La remise en question de l'ordre traditionnel, la hiérarchie par trop rigide, mais aussi la remise en question de cette société de consommation de masse. Bref, un mal-être de la jeunesse qui a besoin de s'exprimer. Et c'est alors que le mouvement ouvrier se dit, ben pourquoi eux et pas nous, hein? Car nous aussi les travailleurs, il faut exposer notre mal-être, hein. Des conditions de travail parfois extrêmes, des salaires, je n'en parle pas, la répartition inégale des richesses. Tiens, ça me rappelle quelque chose, ça, non? La répartition inégale des richesses. Bref, le pays se retrouve très vite bloqué par plus de 10 millions de grévistes. Et c'est dans ce contexte que Léo Ferré, le grand Léo Ferré, enregistre Les Anarchistes, qui évidemment trouvera un écho plus que favorable et immédiat auprès de tous ces manifestants, même si cette chanson n'évoque pas forcément les événements de mai 68. Elle évoque l'idéal anarchiste au sens large, sans vision politique, sans hiérarchie, sans État, guidé par la révolte, la liberté, la solidarité. Quelle utopie, hein? Mais Léo ne les décrit pas, ces anarchistes, comme des fauteurs de troubles. Au contraire, il les présente avec humanité, tendresse et admiration. Des anarchistes. J'ai dit, je vais prendre ma place. Oui, t'as que coupé mon micro, mais... Oh, je te jure, hein. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent lire encore. Ils ont le cœur devant et leur rêve au mi-temps et leur âme toute rongée par leurs foutues idées. Il y en a pas 1% et pourtant ils existent. La plupart fils de rien ou bien fils de si peu qu'on ne les voit jamais. Pour pourquoi, avec l'amour au
la table sur rien, avec l'air entêté, les ailes sont versées, ils sont frappés si fort qu'ils peuvent frapper encore. Il y en a pas 1%, et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par des coups de pied au cul, faudrait pas oublier que ça descend dans la rue, les anarchistes. Ils sont un drapeau noir, enfermé sur l'espoir et la mélancolie pour traiter dans la vie, le couteau pour couper le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier. Il n'y en a pas 1%, et pourtant ils existent, et qu'ils se tiennent bien, bras dessus, bras dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout, les anarchistes. En 1974, on émigre au Portugal. Si je retrouve la page, voilà. 74. Depuis 1900, en particulier de 1933 à 1968, et puis la dictature de son remplaçant, Caetano Pula. Et durant ces années de dictature, les libertés fondamentales sont bafouées, bien sûr, la censure imposée, les syndicats et partis politiques interdits, les oppositions réprimées, ce qui conduit à un vaste exode d'une partie de la population. À noter aussi que le Portugal de l'époque est l'un des pays les plus pauvres. Il continue cependant ses guerres coloniales, au prix de multiples victimes parmi les jeunes enrôlés et les officiers. Et ce sont ces guerres qui deviennent le terreau d'une révolution, la révolution des œillets. Car c'est bien l'armée qui, en ce jour d'avril 1974, va faire tomber le pouvoir, et en particulier le mouvement des forces armées, mouvement créé en 1973 par des officiers de carrière hostiles au régime. Le 25 avril, la diffusion d'une chanson par la radio, Grandola Vita Morena, chanson de Zeca Afonso, interdite par le régime, annonce le départ des militaires révoltés du MFA pour s'emparer des points stratégiques du pays. En quelques heures, le pouvoir s'effondre. À noter que de rares coups de feu sont tirés pendant cette révolution, et les 4 morts à déplorer de cette révolution sont des victimes de la police secrète, la police politique du régime en place. La révolution des œillets a eu la particularité de voir des militaires porteurs d'un projet démocratique mis en place, par exemple la mise en place d'un gouvernement civil, organisation d'élections libres et décolonisation, et cherchant à renverser une dictature sans pour autant imposer une autre dictature, celle des militaires. À noter que Otelo de Carvalho, qui est le colonel à l'époque qui a instigé cette révolution, fut arrêté en 1975, une première fois, une deuxième fois en 1976, une troisième fois en 1987. En 1987, il est condamné à 15 ans de prison. C'est incroyable, hein. Ce mec qui a amené le pays à une démocratie, donc condamné, pour des raisons à la fois obscures et basiques, quoi. Mais comme on dit, comme dit le proverbe, qui veut noyer son chien. La vida
très fier de mon orchestre symphonique de poche. Mets un peu de lumière sur tout ce beau monde. Aux flûtes au pluriel, Marion Henri Costel. Aux percussions, Laurent Bonneton. Guitare et violoncelle, Aimé Colomban. Au piano, Camille Falco. Au saxophone et à la voix baryton, Jean-Marc Brouze. J'ai reçu tout de suite un SMS d'un ami grenoblois qui vient d'atterrir sur l'aéroport de Saint-Georges-Saint-Alban et qui me dit qu'il n'était pas d'accord avec la version Bella Ciao. Lui a connu la première version, il est né dans les années 30. Et ben tiens, le voilà d'ailleurs. Et ben, il va nous expliquer tout ça. Venez mon ami, venez. Vous êtes la bienvenue, va, allez. Mon petit podium. Oui, votre petit podium. Merci. Ça me fait du bien de monter là-dessus parce que je suis gelé là. Bon. Ah si, je sais pas comment vous faites, hein. Sans déconner, c'est le pôle Nord ici. Hein. Enfin bon, j'aime bien la Maurienne Carmen. Oui, alors moi c'est la version, comme ça on va terminer sur la version de Bella Ciao, la version initiale. Celle qui parle effectivement, on a déjà un petit peu parlé, des mondines qui travaillaient dans les rizières du Piémont et qui montaient du sud et qui travaillaient comme des esclaves. Donc c'était ça au début de Bella Ciao, ça donnait à peu près ça. Alla mattina appena alzata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 alla mattina appena alzata, e risaia mi tocca andare, e tra gli insetti e le zanzare, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e tra gli insetti e le zanzare, un dur lavoro mi tocca fare, il capo in piedi con il suo bastone, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 il capo in piedi con il suo bastone e noi corre a lavorare. Oh mamma mia, oh che tormento, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 oh mamma mia, oh che tormento, io ti invoco ogni giorno e ogni ora che qui facciamo. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e ogni ora che qui facciamo, noi perdiamo la gioventù. Non era un giorno che tutte quante, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ma era un giorno che tutte quante lavoreremo in libertà, lavoreremo in libertà. Ecco, grazie. Grazie mille. Merci a vous. Merci mon ami. C'est la probabilité qui nous vient en voisin, en plus en plein hiver. Merci à toi. Merci. C'est rare les spectacles extérieurs, hein, en ces périodes un peu fraîches. Je vais rappeler Fabienne. 1917. Pas Fabienne, la chanson. On va faire un genre de demi-cercle. Christiane. 1968. Gianfranco. Mettez-vous dans l'ordre parce que vous passerez le micro. Hein. Serrez-vous.
Gianfranco, évidemment, il va être en tête de jeune fille. Jean-Marc. Colette. Faut pas croire que tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, dans les périodes qui précèdent, parce que ça se saurait. Hein. Mais on imagine que bien des auteurs subversifs, populaires ou lettrés, ont dû inspirer leur époque par des comptines, des chants de révolte. Donc pour terminer cette revue non exhaustive, vous vous en doutez, je vous propose la célèbre complainte de Mandrin, que vous avez dû tous apprendre un jour en colonie de vacances, sans bien comprendre de quoi ça parlait. Hein. Cette chanson populaire raconte les exploits de Louis Mandrin, contrebandier qui défiait le pouvoir et l'autorité royale en attaquant des collecteurs d'impôts que l'on appelait fermiers généraux. Il s'attaque donc au régime fiscal de l'ancien régime qui accable les pauvres et enrichit une minorité. Toute ressemblance avec une période existante ou à venir serait fort truite. Bien que précédant à la Révolution française de 1789, il y a une faute de frappe, je suis désolé, hein. Et bien qu'anonyme, elle se propage dès 1755, année de l'exécution de Louis Mandrin. Elle se propage donc et annonce toutefois une forme de révolte contre l'autorité et des privilèges. Rendez-vous dans quelques jours. Je ne sais pas si on chantera la chanson de Mandrin. S'il y a des gens qui ne sont pas du même bord, c'est le 10 septembre. Voilà. Et cette complainte, eh ben, on va vous la chanter tout simplement. Hein. Je voulais aussi remercier mon ami Michel Aguetta, qui est historien, vous l'avez compris. C'est la nuance avec moi. On avait eu la joie de l'avoir avec nous l'année dernière pour un magnifique exposé de ce que fut les horreurs du nazisme, et en particulier ici dans la région de Saint-Georges-Urtière. Il nous a fait le plaisir de revenir. Il m'a dit quand tu veux, je lui ai dit ben voilà, ce sera le 30 août. Merci à André de nous accueillir, de nous avoir proposé cette soirée. Merci à Noël, à la régie, lumière, son. Voilà. Je remercie une nouvelle fois l'orchestre symphonique de Poche. Ils méritent des applaudissements, c'est leur seul salaire. Mince, il ne le savait pas. Mince. Nous étions 20 ou 30 brigands dans une bande, tous habillés de blanc à la mode, vous m'entendez? Tous habillés de blanc à la mode des marchands. La première volerie que je fis dans ma vie, c'est d'avoir goupillé la bourse d'un, vous m'entendez? C'est d'avoir goupillé la bourse d'un curé. Je rentre dans sa chambre, mon Dieu, qu'elle était grande. J'ai trouvé 1000 écus, j'ai mis la main, vous m'entendez? J'ai trouvé 1000 écus, j'ai mis la main.
entre elles dans une autre, mon Dieu, qu'elle était autre. De robes et de manteaux, j'en chargeais 3, vous m'entendez. De robes et de manteaux, j'en chargeais 3 chariots. Je portais à bande à la forme Hollande. Les vendis au marché, ils n'avaient rien, vous m'entendez. Les vendis au marché, ils n'avaient rien coûté. C'est Monsieur de Grenoble avec leur longueur robe et leur bonnet carré meurt bientôt, vous m'entendez. Et leur bonnet carré meurt bientôt jugé. Ils m'ont jugé à pendre, assez dur à entendre, à pendre, étranglé, sur la place, vous m'entendez, à pendre, et étranglé, sur la place du marché. Monté sur la potence, je regardais la France. J'y vis mes compagnons à l'ombre d'un, vous m'entendez? J'y vis mes compagnons à l'ombre d'un buisson. Compagnons de misère, Allez dire à ma mère, elle ne me reverra plus, je suis un enfant, vous m'entendez. Elle ne me reverra plus, je suis un enfant perdu. Merci à vous, merci. On peut dire que vous avez participé à une soirée unique. C'est la première et sans doute la dernière fois. Merci à tout le monde. On va être obligé de la refaire un jour. Merci, vraiment merci. Écoutez, voilà, c'est une idée qui avait trotté comme ça par hasard dans ma tête. Je voulais la proposer à un orchestre symphonique, celui de Saint-Jean-de-Maurienne, et on avait peur des réactions politiques. Alors, et quand j'en ai parlé à André, il m'a dit bah oui, mais fais ça là, écoute. Les gens, ils sont bien ici. Ils sont ouverts. Hein. Merci à vous. La buvette est ouverte. J'ai oublié personne dans les remerciements. Oui, une grande pensée à Monique. Elle va bien. Enfin, il n'y a que 2 côtes de fêlée et le fémur qui est à la place de la rotule, mais ça va. Non, ça va à peu près, ça va. Notre mamie. Vous n'avez pas chez vous. Merci. Alors, je ne sais pas si j'ose
Il y a une petite relève quand même qui est prête. On demande à Myrtille et à Chiche, elles sont là. C'est très court, oui, Myrtille et Violette, venez voir. Elles ont une chanson un peu révolutionnaire aussi. Viens voir, viens voir, Chiche, viens voir. Cramponnez-vous, hein. L'assistante sociale. Avalez ta police, avalez ta police, avalez ta police, avalez ta police, avalez ta police. Alors, elle dédicace des paroles à la buvette. Je vous rappelle que son père, qui est présent, est maire d'une petite commune locale. Et à mon avis, il ne veut pas se représenter. Enfin, bon. Merci, les biches. Merci à vous. À tout de suite.